Premier film d'une société qu'on ne connaissait pas vraiment très bien, qui avait une lampe comme logo. Premier film tourné entièrement, premier long métrage tourné entièrement en images de synthèse. Et premier film au box-office américain de l'année 95. Être autant touché par des jouets qui parlent quand nous les humains ne sommes pas là, c'est un pari risqué. Buzz et Woody sont entrés dans nos vies pour jamais en ressortir. Ce qui est bien avec Toy Story, c'est que les artistes, derrière les jouets en plastique, prennent leur temps pour raconter chaque histoire. À peine 4 films en 25 ans, là où d'autres exploiteraient le filon. On grandit avec les personnages, on prend son temps, c'est vraiment un luxe. Toy Story 4 sort en France le 26 juin, c'est fort, j'espère que vous l'avez vu, c'est drôle, touchant, bouleversant, ça appuie là où ça fait du bien. Alors de nouveaux comédiens se sont joints à Jean-Philippe Cumartin, qui prête sa voix à Woody, et à Richard Darbois, qui prête la sienne à Buzz. Merci d'accueillir Charlie Couture. Terminé, Grande Story, et Jamel Debbouze. Putain, c'est une entrée et tout. Hi everybody. Merci à tous d'être là, merci beaucoup. Nice to meet you. Nice to meet you. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu Toy Story? Je suppose le premier ou pas. À vous de nous dire qui commence. Sa première rencontre avec Toy Story. Moi, je m'en souviens très bien. Place Clichy, Weppler, avec des copains. Et après, on est allé faire un McDo et c'était une journée absolument parfaite. Je m'en souviens très bien, ouais. Je me souviens très bien parce que c'était un peu un choc, on n'avait pas vu ça. Visuellement, maintenant, on est très habitués, mais on n'avait pas l'habitude de ce rendu de réalisme et puis de cet humour. Non, je m'en souviens très bien. Moi je m'en rappelle pas aussi bien parce que j'avais vraiment 6 ans, mais Buzz l'éclair était mon jouet préféré pendant 10 ans. Donc Toy Story a marqué ma vie vraiment et a révolutionné ma façon de voir ce que pouvait être un scénario d'un film destiné aux enfants mais avec 12 niveaux de lecture dont je profite encore aujourd'hui en me disant ah ouais il y a ça, tout à l'heure on parlait avec Audrey, elle me disait des trucs qu'elle avait vus dans des scènes où je me disais mais c'est vrai qu'il y a aussi ça, il y a aussi le dilemme de ce personnage qui est presque existentiel parce que c'est une fourchette mais qu'il ne veut pas vraiment être une fourchette, enfin voilà. Donc, vous n'étiez pas né en 95, mais vous vous souvenez votre premier souvenir de Toy Story? Mon premier souvenir, donc c'est il y a 25 ans. J'écoute Radio Nova et il y a une chronique qui est l'ancêtre du cinéma de Jamel, qui était sur Radio Nova. Et c'est, je crois, la première chronique de Jamel sur Radio Nova pour le cinéma, et c'était Toy Story. D'accord. Et ça m'a donné envie de voir le film. Voilà. Il m'a niqué mon anecdote. C'était ta première chronique de toujours? J'ai réussi, j'ai trouvé mon premier emploi grâce à Toy Story sur Radio Nova. C'est la première fois que j'allais au cinéma gratuitement, payé par la prod. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et c'est cette même chronique qui m'a permis de rentrer dans cette radio, qui elle m'a permis après d'aller faire cette même chronique sur Canal+. Donc je le dois beaucoup à Toy Story. Alors vous, Charlie, vous êtes le seul à déjà être ami avec Monsieur Patate, Rex le Dino et le reste de la bande, puisque vous aviez adapté en 95 les 3 chansons écrites par l'immense Randy Newman pour Toy Story 1, qui ne s'appelait pas Toy Story 1, qui s'appelait Toy Story tout court. Vous souvenez-vous la première fois que vous avez vu le film? Peut-être que c'est Disney qui vous l'a montré? Non, je l'ai vu dans la salle avec ma fille. Et je n'ai pas d'anecdote particulière sur le coup, j'étais dedans, je vibrais, c'était plus l'idée que j'étais dans quelque chose de nouveau, j'avais le sentiment qu'il s'agissait d'une nouvelle esthétique, quelque chose une manière de raconter les histoires différentes avec cette image digitale. Et c'est pour ça que j'avais accepté de le faire en fait. C'était la première fois que vous travailliez sur un long métrage d'animation? Oui, et puis en fait, le fait qu'il s'agissait de chansons de Randy Newman dont j'appréciais la musique, le fait de ce premier dessin animé digital, en fait, avant ça, il y avait déjà eu Tron, qui n'avait pas marqué plus que ça, ou plutôt qui était un prémisse. Donc au moment de Toy Story, on ne savait pas si ça allait devenir quelque chose ou si ça allait tomber. Et
voilà, donc il y avait pas mal de questions dans l'air, et puis en même temps, tout le monde se plaisait à constater que ça ressemblait à quelque chose de bien, quoi. Et là, en 2019, vous êtes de retour parce que vous avez adapté les 2 nouvelles chansons de Randy Newman. On va en parler tout à l'heure. Je voudrais un petit peu revenir sur vos personnages. Audrey, éclairez-nous sur votre lampe. Ouais, alors, moi, je joue Beau, qui est un personnage qui a disparu après le premier épisode, mais dont on se souvient tous, puisque c'était l'amoureuse de Woody, hein, et qui avait un statut un peu particulier, parce que c'était pas vraiment un jouet, c'est une lampe, donc en gros une potiche, avec un physique très, très lisse, elle est brillante, elle est nickel, elle est avec ses 3 petits moutons, et je suis ravie de la voir transformée en un personnage assez rock'n'roll, qui est très indépendante, qui a décidé de ne plus appartenir à un seul jouet, mais de partir sur les routes, et puis au fur et à mesure de ses pérégrinations, de récupérer des jeux perdus, des jouets perdus, et ensemble de se mettre à disposition des enfants en se jetant dans des bacs à sable. Et je trouve cette métaphore assez jolie, et puis comme quoi il ne faut pas toujours s'arrêter aux apparences, et que ce personnage qui a l'air très potiche, en fait, c'est un personnage très déterminé, une sorte de mercenaire du jeu, et puis elle est super physique, elle fait des cascades et tout. Enfin, C'est presque la plus forte, hein. C'est presque la plus forte, et puis ils ont osé quand même changer le duo Woody-Buzz pour en faire un duo féminin-masculin. Elle est très moderne aussi, non? C'est une femme libre, indépendante, elle fait ce qu'elle veut, elle dépend de personne, ni des humains, ni des autres jouets. Ouais, non, c'est un personnage fort, assez déterminée, assez courageuse, je dois dire, et assez physique. Moi, j'aime bien cette fille. Pierre Ninet, toutes ces années de conservatoire, de On comédie arrive. française, de César Avec ces gars-là. du meilleur acteur pour devenir une fourchette. Voilà, tout ça pour ça. Ben non, mais en vrai, quand on m'a appelé et qu'on m'a dit que c'était pour faire une fourchette, et qu'on m'avait dit en plus, il y a un rôle de fourchette. On a tous pensé que c'était tellement toi. J'ai hyper mal pris, j'ai fait genre ouais, du coup. On m'a dit c'est dans Toy Story. Et là, j'ai dit ah ouais, non, mais direct, oui, que même si c'est un paillasson chez Toy Story, je suis chaud, quoi que ce soit, parce que c'est trop une énorme référence pour moi et quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie. Et puis cette fourchette, moi, ce que j'ai adoré tout de suite, c'est l'idée que c'est juste parce qu'un enfant l'a décidé, et elle prend vie. Et juste parce qu'un enfant le veut, ça devient un jouet. Et juste parce qu'un enfant le désire, ça sort d'une poubelle et ça devient un truc vivant et qui a une vraie utilité dans la vie de cette petite fille. Et voilà. Et puis après, comme je disais, il y a un dilemme chez cette fourchette complètement dingue entre ne pas accepter ce qu'elle est maintenant, avoir l'impression de mériter d'être à la poubelle tout le temps, alors qu'on lui dit mais non, il y a autre chose en toi. Les autres gens voient autre chose en toi. Tu peux être autre chose si tu veux. Voilà, il y a tous ces niveaux de lecture que j'ai adoré. Je le savais, j'avais rien vu. On m'a dit c'est une fourchette, mais c'est chez Pixar. Je savais que ça allait être génial. En plus, d'une certaine manière, ça pose la question de ce que c'est qu'un jouet. Quand on fourchette pose la question de ce qu'est un jouet. Est-ce qu'on passe par une usine à jouets pour être fabriqué ou pas? Et on se rend compte qu'un jouet pour un enfant, ça peut être tout. En fait. Complètement. Ouais. C'est assez proche de la réalité quand même de se retrouver à offrir un super jouet à 200 € à un enfant et qui joue pendant 4 jours avec le carton. C'est arrivé à tout le monde. Et je pense que ça raconte aussi ça, de se dire, voilà, quoi, c'est ce que l'enfant choisit. Il n'y a pas mieux comme révélateur de jouets, c'est les yeux de l'enfant. Franck, vous êtes un prix à gagner à la fête foraine, mais que personne ne gagne. Racontez-nous l'aventure de... Oui, alors j'associe à ça mon partenaire de jeu, parce que nous sommes accrochés par la patte. Tout à fait. Donc nous sommes tous les deux des jouets à gagner dans une fête foraine. Mais moi, la plupart des clients veulent repartir avec moi. Forcément, ils se rendent compte qu'il y a le lapin avec, et ils changent souvent d'avis. Ah, vous êtes deux qui? C'est deux qui? Deux qui? Oui. D'accord. Alors ils sont inséparables. Est-ce que vous êtes posé la question sur d'où ils viennent, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont à la tête, ces deux jouets qui sont en fait dans cette fête foraine, accrochés, personne ne les gagne, ils sont là depuis très longtemps, ils n'ont eu aucune interaction avec les enfants qui sont très loin, très peu d'interaction avec d'autres jouets. Est-ce que vous êtes posé ce genre de questions? Parce qu'ils sont à part aussi.
C'est presque, c'est pas un rôle de composition pour nous. Hein. On a un peu vécu ça d'une certaine manière. On était en vitrine pendant très longtemps, personne ne nous calculait. Et on a tapé des pieds et des mains pour essayer d'exister comme eux. Hein. Et on a tout fait pour sortir de cette fête foraine. Comme eux d'une certaine manière. Non, je voudrais juste revenir sur Toy Story et l'impact que ça m'a fait la première fois. Évidemment, j'ai pu faire cette chronique sur Radio Nova et avoir ce job. Mais au-delà de ça, ça m'a frappé. Cette idée, je l'ai trouvée extraordinaire de faire parler ces jouets. Parce qu'on s'est tous demandé que faisaient nos jouets quand on n'était pas là. J'avais le téléphone, le fameux téléphone. Et je me souviens que quand je suis rentré à la maison, il était encore là, le téléphone. Et le maître dit... Je suis sûr que tu parles que je suis pas là. Et j'ai essayé de le prendre en flagrant délit une fois ou deux, tu vois. En ouvrant la porte rapidement comme ça. Ça m'a frappé parce que ça fait appel à l'imaginaire tout de suite. On rentre chez soi différemment après avoir vu ce film, je trouve. Charlie, comment vous avez travaillé sur l'adaptation des 2 nouvelles chansons écrites par Randy Newman? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait d'abord que j'étais content qu'on repense à moi tant d'années après. Et ça valait le coup de se replonger dans ce monde qui est effectivement un monde d'enfance, mais un monde assez adulte en fait. Je trouve que entre le premier Toy Story et celui-là, c'est comme si les personnages avaient aussi pris de la bouteille, entre guillemets, parce que ils jouent leur rôle, mais avec une psychologie qui est moins naïve que celle du premier Toy Story. Dans le premier Toy Story, il y avait un côté effectivement l'enfance qui rêve toujours qu'une poupée se mette à être vivante, et là, il y a une psychologie qui est autrement plus travaillée. Donc il en va de même pour la traduction, ou plutôt l'adaptation des chansons de Randy Newman. C'est pas seulement le fait de faire du mot à mot, mais c'est de trouver des mots que je peux porter, quoi, que je peux dire. Et même si au départ ils imaginaient qu'il faudrait 3 jours pour l'enregistrer, en fait à l'arrivée, une fois que c'était avec les mots que je connais, si je puis dire, ça s'est fait très vite avec beaucoup de naturel. Et même la chanson que j'ai réinterprétée d'origine, j'avais un peu, je redoutais, si je puis dire, de repartir dans les mêmes bases. Et puis à l'arrivée, ça s'est fait avec naturel, comme si on rejoue un rôle. Moi, je fais ça pour m'amuser, donc voilà. Faut le prendre comme ça. Audrey, c'est la première fois que vous doublez un personnage de film d'animation. Oui. Vos camarades avaient déjà travaillé sur d'autres films d'animation, je crois, vous faisiez La Peur dans Vice Versa, Royal Corgi, c'est ça? Et puis Dr. Dolittle, si je me souviens bien. Un hamster. Félicitations. Qui a fait ce qu'il peut. Audrey, vous aviez déjà fait du doublage, entre autres sur Mission Impossible 3. Est-ce que ça change quelque chose que de faire du doublage sur un film d'animation? Oui, parce que le code de jeu n'est pas le même. J'avais fait Scarlett Johansson aussi dans Her, qui était encore différent parce que c'est un ordinateur. Là, il y a une donnée supplémentaire, c'est que c'est un jeu qui est plus expressif, c'est un jeu qui est vraiment BDesque, hein, puisque c'est... alors ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, ils travaillent avec les acteurs au départ, et ensuite ils font l'animation sur la proposition des acteurs. Et nous, on arrive après, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut réinterpréter ce que l'acteur américain a fait, en français, qui est 2 fois plus long que le texte en anglais, c'est-à-dire qu'il faut quand même coller aux lèvres du personnage, mais en français, tout est beaucoup plus long, donc il faut parler plus vite. Et puis, on a ce problème d'accent tonique, qui est qu'en français, on n'a pas d'accent tonique, là où en anglais, il y en a énormément, et que concrètement, quand le personnage a la bouche grande ouverte sur un grand écran, et qu'en français, ça ne correspond à rien, il faut trouver une solution pour qu'il y ait un O, un A qui sortent. Donc, il y a une partie qui est super technique, à laquelle je ne m'attendais pas, et à la fois hyper ludique. C'est-à-dire qu'il faut que la partie technique soit suffisamment bien intégrée pour avoir l'espace de s'amuser, d'y mettre un peu de soi,
Mais ce en quoi c'est différent, c'est que c'est vrai qu'on est sur un code de jeu qui est plus expressif, où on peut s'autoriser des choses un peu différentes que d'habitude. Voilà. Avant de passer aux questions du public, est-ce que justement on est plus expressif quand on double un film d'animation? Est-ce qu'on fait des grands gestes? Comment ça se passe? Est-ce que par exemple vous tous les deux, est-ce que vous l'avez fait séparément ou ensemble le doublage? Eh ben, je crois que c'est Jamel qui a insisté pour qu'on soit ensemble, ce qui m'a beaucoup flatté et en même temps m'a, pour être très honnête, beaucoup impressionné au début parce que c'est pas anodin de se retrouver en studio avec Jamel parce que c'est un phénomène, quoi. C'est de l'énergie, il est force de proposition, il est forcément plus drôle, et du coup, toi, t'essayes d'exister là-dedans. Faux. Mais non, mais c'est vrai que moi, j'avais là, c'est la double consécration pour moi. Faire une voix pour Toy Story, c'est un truc que j'osais pas rêver. Et la deuxième, c'est de pouvoir travailler avec Jamel, parce que j'ai grandi avec Toy Story, mais j'ai aussi grandi avec Jamel. Donc j'ai mis un petit peu de temps à le désacraliser pendant qu'on travaillait. Mais non, mais c'est parce qu'il a une longue carrière, c'est pour ça que je dis ça. Et puis et voilà, donc il y a eu ce moment où il a fallu le désacraliser. Et puis je crois que puisque ces deux personnages se tiennent par la main, c'était important en termes d'énergie qu'on soit ensemble. Et puis ça a donné un truc très cool, d'autant plus que la version française est une version totalement unique parce que Jamel a tendance à se réapproprier le personnage et un petit peu le texte. Et alors même si évidemment c'est très très cadré, bah, quand l'intégralité du studio est mort de rire en proposition de Jamel, bon, bah, il y a les équipes de Disney qui considèrent quand même un petit peu ce qui est proposé et qui parfois acceptent que... Ça me fait vraiment plaisir, mais c'est pas totalement vrai, parce qu'on est vraiment un duo, c'est pas de la fausse modestie, mais on a fait... L'intérêt d'être tous les deux ensemble, c'est d'être dans le même rythme. Et puis l'intelligence de l'équipe que Bonhomme l'amène, c'est d'aller chercher des comédiens qui connaissent, qui savent exactement ce qu'ils viennent chercher quand ils font appel à nous. Et faire appel à nous, c'est aussi nous laisser être au plus proche de nous-mêmes. C'est notre musique qui est aussi intéressante, je pense, pour ce genre de personnage. On peut appeler ça deux petites Kaira. Et quand ils viennent nous chercher, c'est un peu ça qu'ils viennent chercher, c'est cette espèce de vivacité, c'est cette filouterie, et on n'a eu aucun mal à le camper, d'autant qu'on nous laisse la liberté d'aller chercher des choses qui nous surprendraient et qui surprendraient forcément le public. Oui, en plus c'est une adaptation de la version évidemment américaine, où c'est le duo de Keegan et Peele, qui sont un duo d'humoristes très connus aux États-Unis, dont vous connaissez peut-être plus Jordan Peele, qui est devenu entre-temps réalisateur. Pierre, la principale difficulté de doubler un personnage d'animation? Je dirais que, enfin, déjà la première fois que j'ai fait ça, c'était un peu le fait d'être seul en studio, en fait. Mine de rien, c'est quand même toujours un peu une difficulté parce qu'on est acteur et on aime jouer les uns avec les autres et réagir les uns aux autres, donc c'est un grand luxe qu'ils aient pu le faire ensemble. Ouais. Moi j'ai eu la chance d'arriver un peu vers la fin du processus, donc du coup j'avais vos voix, j'avais la voix d'Angèle, j'avais pas toi, ouais, mais du coup j'avais quand même des gens qui me donnaient enfin j'avais un truc pour me diapasonner, pour pouvoir mieux répondre, je crois. Donc c'est parfois le côté un peu dans le vide qui fait un peu flipper. Et c'est pour ça que moi c'est un exercice que j'apprécie. Je suis pas non plus dingue de ça parce que le côté tout seul en studio à 8h du mat à Saint-Denis, c'est pas non plus pour ça que j'ai fait ce métier. Mais quand c'est des films aussi forts que ça, tu peux pas dire non, tu accepterais même beaucoup plus de torture pour juste être dans Toy Story, être dans l'aventure, et là c'était trop extraordinaire pour dire non, quoi. On va prendre on a le temps de quelques questions? Non, je suis désolée, c'était passionnant. Oh, on aurait voulu entendre une ou deux personnes. Juste pas, parce que sinon, il est venu de Mulhouse, le monsieur. Ça se voit qu'il est... Allez, deux questions. Mais alors, il faut du level. Ouais, par contre, des questions super intelligentes. Ce sont des questions qu'on n'a pas eues encore. Ouais, soit très drôles, soit très intelligentes. Alors, qui se lance? Bah là, bon, je vais tenter. Je voulais savoir comment vous traitez vos jouets lorsque vous étiez enfant, et que reste-t-il de ces jouets maintenant? Très bonne question. Bien celle-là. Alors là, tu t'en tires bien. Ah ouais. On va laisser répondre le cerveau, Pierre. C'est vrai que la conception de jouets est une
conception. Je suis plus proche d'un conception. Non, je sais pas, les jouets, non, comment Non, mais moi ça m'a beaucoup touché cette histoire d'imaginaire dans le film, de se dire que n'importe quoi peut être un jouet, parce que ma maman était professeure d'art plastique, et donc je faisais beaucoup des trucs en terre, mes sœurs aussi, on faisait des trucs à la maison, en papier, craft, en machin. Donc ça m'a beaucoup parlé, donc c'était un rapport à l'imaginaire comme ça. Aujourd'hui des jouets, mais j'en ai un peu encore. Tout à l'heure on était tous en train de réclamer des pluches de nos personnages comme des gamins, on disait moi je veux une en taille réelle de moi, avec les trucs et tout. On est des gamins encore, vraiment, on peut pas se mentir. C'est vrai. Et il y a un truc un peu particulier et très jouissif de fabriquer son propre jouet. C'est pour ça que la fourchette, elle a... C'est vrai, fabriquer son jouet, c'est plus intéressant que d'avoir un jouet fini avec lequel plein d'autres gamins jouent. Ouais. Parce qu'on se l'approprie, il y a une relation particulière avec un jouet qu'on a fabriqué. Je sais, j'en ai fabriqué plein. Alors, question intelligente numéro 2. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, tout le monde, hein, évidemment, je fais vraiment intelligence, cette question. Une question à poser. Mais même si elle est con, Ouais, franchement, voilà. même si elle est débile, au contraire. Lâchez-vous, allez-y. Moi j'avais une question, c'est quel est votre personnage préféré du film, sans que ça soit vous? C'est-à-dire que la fourchette, je comprends, mais vous auriez aimé incarner quel autre personnage? Moi j'adore le cascadeur canadien. Ah là là. Il est extraordinaire. Ah, elle est bien celui-là. Extraordinaire. Putain, moi je voulais dire Jake ça. Kaboom. Jake Kaboom, il est super. Très très drôle. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.